Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 15e journée du top 14. Mais avant que la vidéo commence, j'aimerais avoir une pensée pour Winnie Antonio, tout ce qu'il traverse en ce moment, cet incident cardiaque qui le contraint à terminer sa carrière, c'est quand même une légende du rugby français, du rugby rochelais, donc je lui adresse mes pensées les plus sincères. Et donc après ce petit hommage, passons à la vidéo avec le premier match de samedi. C'était l'UBB qui recevait le Stade français. Bon, le Stade français démarre très fort avec 2 essais inscrits. De l'autre côté, on a une UBB qui semble apathique, vraiment qui n'est pas rentrée dans son match. Il y avait plusieurs signes qui pouvaient laisser paraître à une victoire du Stade français en extérieur au début de match, que ce soit ce très bon début de match du Stade français, ou encore le forfait de Martin Pagerello à la dernière minute, qui propulse Arthur Rottière qui revient de commotion, titulaire en numéro 9, qui n'est quand même pas son poste. Pourtant, c'est l'UBB clairement qui a le ballon dans cette première mi-temps. Il y a 60% de possession pour l'UBB, donc plus de 41% de ces ballons qui étaient dans le camp parisien, mais à la mi-temps, c'est Paris qui mène. L'UBB n'arrive pas à marquer, ils ont eu plusieurs occasions, en tout cas possession dans les 22 parisiens intéressantes, mais avec ce choix de prendre toujours la touche ou de jouer à la main, ça a été en fait très peu efficace parce qu'il n'y a eu que 2 essais, alors que comme je l'ai dit, ils ont eu plus de 60% de possession sur la première mi-temps. D'autant plus que le Stade français est indiscipliné, donc mettre des pénalités pour se rapprocher petit à petit du score, ça aurait pu être fait et ça aurait pu permettre à l'UBB de passer devant à la mi-temps. Ce que j'ai moins aimé dans ce match, c'est que au-delà du scénario où le Stade français mérite totalement sa victoire, c'est l'arbitre qui, moi, je trouve que des deux côtés, en fait, il faisait compensation sur compensation, il n'arrivait pas à gérer son match. En début de match, quand Bordeaux est mené, il y a un en-avant sur une action dynamique, un en-avant où l'arbitre va revenir dessus parce qu'au final, ça n'en était pas un. Et après cette décision, il donne direct une pénalité à Bordeaux. La décision d'après, c'est pour le Stade français, puis pour Bordeaux, puis pour le Stade français. Bref, ça compensait de chaque côté, et je trouvais que ça, du coup, ça pouvait frustrer des deux côtés, encore une fois, parce que il n'arrivait pas à tenir son match. Mais bref, pour revenir sur le sportif, même si l'UBB redémarre fort en seconde mi-temps, c'est le Stade français qui va être le plus stratégique, parce que avec l'arrivée de la pluie, ils vont pas s'emmerder les Parisiens, ils vont vraiment juste jouer au pied, occuper, et mettre aussi un maximum de chandelles pour créer des en avant et récupérer le ballon. Le tout combiné avec une énorme défense parisienne fait que la stratégie était la meilleure. D'autant plus qu'en touche, l'UBB n'y arrive pas sur ce match, et donc t'arrives à récupérer les ballons en touche, t'es fort en défense et t'occupes bien le terrain, forcément tu fais le match parfait dans des conditions horribles à l'extérieur. On enchaîne avec une autre défaite à domicile, c'est Bayonne qui est tombé à Jean Daugé face à Castres. Pareil, des conditions de merde, mais comme sur à peu près tous les matchs, et c'est Castres qui a été le plus régulier. Déjà, on a eu une stratégie qui était plus claire à Castres, c'est-à-dire que dès qu'ils pouvaient mettre des points, il tentait les pénalités. Alors oui, il y a eu des échecs, ça passe ou ça passe pas, c'est pas le sujet. Castres voulait vraiment être pragmatique. Et à la fin, ça compte. Parce que Bayern, à l'inverse, eux, ils voulaient pas forcément prendre les points, alors qu'avec un Joris second et avec un temps comme ça me semblait plutôt logique, ils préféraient aller en touche, et au final, ils se sont fait mener. Un exemple assez parlant pour moi, c'est à la mi-temps, quand il y avait encore 10-10, il y a une pénalité pour Joris Second qui a un peu moins de 50 mètres, on sait qu'il les a, Joris Second, en plus il avait le vent, il décide d'aller en touche, au final ils font un molle qui est coffré, mêlé pour Castres, et Castres après dégage, c'est la mi-temps à 10-10. Alors qu'avec une pénalité, ça aurait pu passer à 13-10 et tu reprenais l'ascendant psychologique pour construire ta deuxième mi-temps. Castres a aussi été meilleur en mêlée, ils ont eu tout simplement 100% de mêlée gagnée sur leur propre introduction, ils ont également aussi possédé plus le ballon que Bayonne, si on enlève les 10 dernières minutes, parce que sur les 10 dernières minutes, il y a 100% de possession pour Bayonne. Et c'est là que ça aurait pu craquer pour Castres, comme à chaque match à Jean Daugé pour les équipes extérieures, mais cette fois-ci, ce n'a pas été le cas, parce que Castres a été très peu pénalisé sur ce match, seulement 7 pénalités, certes 3 dans les 10 dernières minutes, mais comme Bayonne ne voulait pas tenter les points pour l'égalisation du score, forcément, Castres, avec une défense héroïque, a réussi à faire sauter Bayonne à Jean Daugé. On continue avec le Racing qui recevait Lyon. Là, pour le coup, c'était un match forcément en conditions meilleures vu que c'était en intérieur, et on s'est plutôt régalé. Même si les 30 premières minutes sont un peu longues, on va dire, les actions n'arrivaient pas à se mettre en place, il y avait souvent une petite scorie qui venait entacher. Ça s'est décanté après l'essai de Wayne Nicolo, où ça y est, il y a une séquence qui est complète du début jusqu'à la fin. Globalement, Lyon, seconde mi-temps, ils vont pour gagner le match. Ils jouent mieux, ils sont plus pragmatiques et surtout plus réalistes que les Racingmen, tout en ayant moins le ballon, puisque sur tout le match, ils ont eu que 42% des ballons. Proche des lignes, ils étaient très efficaces. 3,5 points
pas rentrer dans les 22 en moyenne, c'est vraiment une stat qui est honorable. En défense, ils ont également été solides avec 90% de plaquage réussi sur tout le match. Mais alors, pourquoi ils ont perdu d'un point? Simplement parce que oui, ils ont été forts, mais proches de leur ligne, les Lyonnais, ils n'ont pas réussi à être assez costauds, assez solides, sans forcément louper des plaquages. Mais quand Tanila Toupou et ses plus de 140 kilos arrivent lancés, c'était compliqué de l'arrêter. Malgré tout, quand à la 67e, il y a 31-20 pour toi, tu dois faire l'effort. Surtout que dans cette période-là, il y a d'abord une grosse séquence du Racing où il va y avoir une très bonne défense lyonnaise autour de la 64e minute de jeu. Juste après, on a laissé Dabstiori pour Lyon, donc c'est là que cet écart de 11 points est créé. Et derrière, tu craques avec la puissance de Toupou. Ça doit jamais arriver. Surtout qu'en plus, la dernière pénalité qui concède sur un en avant repris devant, donc après un jeu au pied, elle montre un manque de lucidité de la part des Lyonnais. Parce que quand tu mènes de, je crois, 2 points à ce moment-là du match, tu fais en sorte de pas faire de pénalité aussi bête dans ton camp. On continue avec le match des mal classés, à savoir Perpignan qui recevait Montauban. Toujours dans des conditions très mauvaises, Perpignan a été plus précis que Montauban, qui commence bien le match, certes, c'est les Montalbanais, mais qui oublie 2 occasions franches d'essai. Avec d'abord Firmin puis Fifita, qui ont une occasion d'aller marquer et de ouvrir le score et de prendre l'avance. Perpignan subit dans ce début de match, mais à l'inverse, eux, dès qu'ils ont eu une occasion, ils l'ont mise et ils ont lancé leur match. C'est comme ça qu'ils prennent l'ascendant psychologique et créent un break où il y a 21 à 5 ou à 8, je sais plus, à la mi-temps. Mais après, ce qui explique vraiment la différence entre les deux équipes, c'est que Perpignan est efficace en zone de marque, comme Montauban ne l'est absolument pas. D'un côté, on a 3,4 points marqués par entrer dans les 22, quand de l'autre, il y a 0,8 points, ce qui est ridicule, franchement, alors que t'as eu des ballons, t'as eu des possessions, mais t'as commis un nombre d'en avant, t'as perdu des ballons trop facilement, quand Perpignan, eux, sont précis en zone de marque. Et c'est là qu'on voit la différence entre une équipe qui a le niveau Pro D2, c'est peut-être triste comme constat, mais c'est le cas, une équipe de Montauban qui a le niveau Pro D2, et une équipe de Perpignan qui a fait un mauvais début de saison, mais qui est pas à sa place, qui elle a le niveau top 14. Parce que Perpignan, sur le match, a pas forcément des meilleures stats que Montauban, que ce soit au plaquage, en conquête, ou dans le jeu en général, mais c'est juste qu'ils sont plus efficaces. Ensuite, le samedi soir, on avait Toulouse qui recevait Pau. À la 30e minute, quand il y a 26-15 pour Toulouse, je me dis que c'est un match accroché, où Toulouse semble meilleur, plus efficace, proche des lignes, mais que Pau peut rivaliser. Et puis, j'ai vu la fin de seconde mi-temps paloise, et j'ai compris qu'il y aurait plus match en seconde période. Pau, en soi, ils font pas un mauvais match, mais ils subissent beaucoup trop devant. Et pour une équipe qui est deuxième du championnat et qui espère jouer les phases finales un jour en top 14, je pense qu'il faut qu'ils assument plus leur statut et qu'ils jouent plus devant et de meilleure façon, quoi. Ils ont pris 5 essais par du jeu d'avant et surtout après Moll ou après des pick and go, ce qui illustre l'ultra domination des Toulousains dans ce secteur. D'autant plus que la défense de Pau était pas bonne. Toulouse marque environ 4,9 points par entrée dans les 22, ce qui est beaucoup, c'est quasiment un essai à chaque fois qu'il rentre dans les 22, et parce que la défense de Pau était crevée. Mais pourquoi elle était crevée? Car Toulouse jouait hyper vite, 62% de ses ballons en ruck étaient sortis en moins de 3 secondes. C'est pas non plus énorme, mais c'est quand même intéressant de voir que c'est leur stat majoritaire. D'autant plus que Toulouse a plus tenu le ballon avec 57% de possession. Donc quand tu tiens plus le ballon, que tu arrives à mettre plus de vitesse, forcément tu épuises la défense adverse. Et puis en plus, Toulouse était meilleur dans les rucks, que ce soit sur ses propres rucks, mais aussi sur les rucks adverses avec 2 ballons récupérés. Bref, Toulouse a gagné sans conteste. Dimanche, on avait Toulon qui recevait Montpellier dans un match qui était décalé à dimanche du fait des intempéries en région varoise. Et là, pour le coup, c'était un sacré bras de fer entre deux équipes qui se valent vraiment. C'est d'abord Montpellier qui frappe fort avec 2 essais de gros, et on sait à quel point le pack de Montpellier est difficile à stopper quand il est dans l'avancée, même face à Toulon qui eux aussi ont un pack intéressant. C'est pourquoi Toulon va pas trop jouer devant, mais va plus miser sur la vitesse. À l'image de l'essai de Dréan en fin de première mi-temps qui les ramène au score, Toulon joue sur les extérieurs et essaye de mettre de la vitesse pour breaker la défense montpelliéraine. Et cet essai, il va avoir du coup une importance dans le scénario parce que Toulon va reprendre de la confiance, marquer juste au retour des vestiaires avec Daumont et creuser l'écart avec Montpellier, alors que pourtant il y a match.
Mais Montpellier ne va pas s'avouer vaincu comme ça, ils vont insister dans le secteur de la touche, ça a plutôt marché parce qu'il y aura un essai qui va leur permettre de rentrer dans le bonus défensif, il va y avoir une dernière possession également, où soit ils jouent le match nul, soit ils jouent la gagne, ils préfèrent jouer la gagne, malheureusement ils perdent cette dernière touche qui donne la victoire à Toulon, mais en tout cas Montpellier repart avec un bonus défensif ultra mérité au vu de sa performance, notamment devant. Et enfin, le dernier match, c'était Clermont qui recevait La Rochelle. Encore un match avec une grosse intensité. En première mi-temps, ça a envoyé du jeu de partout, c'était très disputé jusqu'au jaune de Levani Potia qui va être un peu game changer. Pendant le jaune, en fait sur l'action du jaune, il y aura un essai de Clermont et après, il y aura deux autres essais qui vont faire créer un écart et qui peut permettre aussi à Clermont de viser un bonus offensif. Et à noter que Clermont, qui elle aussi est une équipe qui joue plutôt devant, là a joué sur les extérieurs et a marqué sur les extérieurs. Je pense notamment à l'essai de Jurand. En seconde mi-temps, l'intensité retombe un peu. Il faudra attendre un autre carton jaune pour La Rochelle de Judigaël Cancorier pour que Clermont remarque un quatrième essai avec Célébasio Tolofoa. Et puis après, ça a été une révolte de la part des Rochelais. Ils se sont retrouvés dans le jeu de vent alors qu'ils étaient un petit peu dominés par Clermont, avec notamment proche des lignes avec un Grégory Aldrit. Mais surtout, ils ont trouvé de la folie offensivement, notamment avec l'entrée de Ninashvili qui a fait beaucoup de bien, qui a amené énormément de vitesse et d'incertitude, alors que le jeu Rochelais en manquait en première mi-temps. Mais parfois, il en faisait un peu trop, Ninashvili, à l'image de cette dernière action où La Rochelle aurait pu aller chercher la victoire, mais au lieu de donner, en fixant la défense et donner pour créer des décalages, il veut un peu trop porter le ballon et il fait une mauvaise passe qui arrive en touche. Fin du match, La Rochelle repart quand même avec un bonus défensif, mais au vu de cette seconde période, ils auraient pu clairement prétendre à une victoire en terre clermontoise. On passe maintenant au top et au flop. En top, je vais rester sur ce match avec Célébasio Tolofoa. Je trouve qu'il monte en puissance avec Clermont. 14 ballons portés, 62 mètres parcourus, un essai, et également 11 plaquages, c'est un des meilleurs plaqueurs du match, ça prouve son activité. Le deuxième top, c'est un ancien de la maison clermontoise, c'est PC Liato. 12 ballons portés avec 58 mètres parcourus, un doublé, et surtout il montre qu'il a retrouvé cette puissance qui manquait un petit peu en début de saison, et il a quand même réalisé 6 plaquages. Le dernier top, c'est Marius Daumont, qui en l'absence de Jaminet se montre et enchaîne les bonnes performances. 12 ballons portés, un franchissement, 32 mètres parcourus, mais également un essai, et surtout 100% au pied, 3 transformations, 3 pénalités, 20 points sur le match, c'est clairement lui qui fait gagner Toulon. En flop, je vais d'abord parler de Conorsa, qui, après plusieurs blessures, a du mal à enchaîner les bonnes performances avec l'UBB. Là, il y a 50% de touches perdues en première mi-temps. C'était lui le lanceur. Alors, ça veut pas forcément dire que c'est que de sa faute, mais bon, un peu quand même. Et puis, dans le jeu, il oublie de croiser aussi un moment et finit en touche, alors que Mathieu aurait pu croiser et des fois, peut-être qu'il va en faire trop, quoi. Je vais continuer avec Hugo Radou. Je l'ai trouvé un peu absent dans le combat et dominé devant, ben, notamment comme tout le paquet d'avant palois. Il a loupé 2 plaquages sur 7. Il nous a fait un jeu au pied. J'ai pas compris pourquoi il fait ça et en plus direct en touche. Et il a eu une pénalité contre lui. Et enfin, le dernier flop, c'est Cyril Makala qui, en fait, dès le début du match, action dynamique de Bayonne, passe directement en touche. Ça résume un peu la saison de Makala qui arrive pas à revenir à son niveau de l'année dernière. Et j'ai l'impression que Makala, c'est un joueur stade français. Dans le sens où il fait des très bonnes saisons et la saison d'après, il est moins bien. Le Stade français, c'est exactement pareil. C'est une équipe qui, une saison sur deux, peut être champion de France et l'autre saison, être relégué en Pro D2. Je compare vraiment Cyril Makala au Stade français, c'est pas une blague. Pour ce qui est du classement, donc Toulouse prend de l'avance sur Pau, ça y est, il est distance et je pense que Toulouse, sauf accident de parcours, finira premier du top 14. À noter que le Stade français aussi se replace dans la course au top 2 avec cette victoire à Bordeaux chez un concurrent direct. C'est pas impossible qu'il double Pau dans les prochaines semaines. Et les mauvaises opérations, elles sont clairement pour Bayonne, qui là pour le coup s'éloigne du top 6, pour l'UBB aussi, qui aurait pu se rapprocher d'une deuxième place, et surtout pour Montauban, qui là, je pense, est un pied en Pro D2. Pour ce qui est des pronos maintenant, on va avoir un Montpellier-Stade français hyper intéressant, et j'ai très envie de voir ce match, notamment pour voir comment ça va être devant, entre deux équipes plutôt en place. Je vais dire Montpellier parce qu'ils m'ont fait vraiment une bonne impression à Toulon, même s'ils ne repartent pas avec la victoire. En tout cas, s'il peut y avoir un bonus pour le Stade français, c'est clair. Castres reçoit Clermont, je vais dire une victoire de Castres sans aucun bonus. Racing Perpignan, je vais dire victoire du Racing avec bonus défensif pour Perpignan. La Rochelle-Lyon, je vais dire victoire de La Rochelle avec le bonus offensif. Montauban UBB, je vais dire victoire de l'UBB même s'ils ne se sont pas rassurés, parce que je pense que c'est plus un match où ils se sont manqués qu'autre chose. Je sais pas si on prend le bonus, je vais dire que non. Toulouse-Bayonne sera victoire de Toulouse avec le bonus offensif, même sans les internationaux. Et enfin, Pau-Toulon, match intéressant, et je dirais bien les Toulonnais qui peuvent aller faire un coup
à peau. Enfin bref, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, m'écrire un commentaire, me mettre un like et activer la cloche, c'est des petits gestes qui m'aident grandement. Je suis également assez actif sur Instagram et sur TikTok, c'est @bourrichon.tv. Vous retrouverez plein de contenus qui soient exclusifs ou des extraits de ces vidéos, et également toutes mes informations qui seront dans les stories. Enfin bref, c'était Bourrichon, ciao ciao.